Tu galères à décrocher un crédit. Ou pire, tu te demandes comment les banquiers décident si tu mérites un oui ou un non. Spoiler, ce n'est pas pile ou face, même si ça peut en donner l'impression. Aujourd'hui, je te dévoile les coulisses de l'analyse d'un dossier de crédit. Oui, comme si tu devenais un petit espion bancaire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 étapes simples pour analyser un dossier de crédit comme un pro. Que tu veuilles acheter une voiture, un local ou que tu cherches juste à rassurer ton banquier, cette méthode est pour toi. Et attention, la 6e étape, c'est la cerise sur le gâteau pour négocier comme un boss. Imagine-toi avec toutes les cartes en main, prête à répondre à ton banquier avant même qu'il ouvre la bouche. Eh bien, à la fin de cette vidéo, c'est exactement ce que tu sauras faire. On y va? Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je te présente rapidement pourquoi tu peux me faire confiance. Moi, c'est Elodie. Et mon métier depuis plus de 20 ans, c'est d'aider les particuliers et les entrepreneurs à faire de l'argent un outil, pas un problème. Mon objectif ici, c'est simple. T'apprendre à utiliser l'argent pour avancer, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Si tu veux mieux gérer ton budget, optimiser ton entreprise ou comprendre comment l'économie influence ton portefeuille ou simplement ta qualité de vie, tu es pile au bon endroit. Je te promets une méthode concrète et directement applicable. Alors, parlons sérieusement. Les 5 premières étapes de la méthode pour structurer ta demande de crédit. Premièrement, qui? La première étape, c'est de savoir à qui on a affaire. Quand une banque ou un investisseur analyse un dossier, elle commence toujours par cette question. Qui est derrière cette demande? Pourquoi? Parce que la fiabilité de la personne ou de l'entreprise est la base de tout. Pour un particulier, voici ce qui est analysé. Ton identité. Es-tu en CDI? As-tu une stabilité professionnelle ou es-tu dans une situation plus précaire? CDD ou chômage? Si tu es indépendant, depuis combien de temps es-tu indépendant? Quelle est ton activité? Est-elle pérenne? La banque va chercher à comprendre ton parcours et ta capacité à générer un revenu stable. C'est surtout la stabilité du revenu qui est important. Ta situation patrimoniale. Combien tu possèdes? Qu'est-ce que tu as sur ton compte en banque, sur tes comptes épargne? Quels sont tes biens immobiliers ou mobiliers? Si tu as un patrimoine solide, cela joue en ta faveur. Il y a aussi ton historique bancaire. As-tu déjà eu des incidents de paiement? Es-tu plutôt du genre à être à découvert tous les mois ou à bien gérer tes comptes et à mettre un peu d'argent de côté tous les mois? Ne serait-ce qu'un virement permanent de 15 euros sur un livret A tous les mois, par exemple. Une relation de confiance commence ici. Pour une entreprise, c'est un peu plus complexe. On analyse 4 choses. D'abord, le gérant, son expérience, ses compétences et sa réputation dans le secteur. Par exemple, un entrepreneur avec 10 ans d'expérience dans la logistique inspirera plus confiance qu'un novice. Un plombier qui vient de se mettre à son compte, au bout d'un an, on peut aussi lui faire un crédit. C'est un secteur qui est largement connu et il y a toujours de la demande. Deuxième point, les chiffres clés de l'entreprise. Chiffre d'affaires, marge brute, bénéfice net, ratio financier comme l'autonomie financière ou la capacité de remboursement. La banque veut des chiffres précis, pas des approximations. Le troisième point, bien sûr, c'est aussi la structure juridique. La SARL, la SAS, la micro-entreprise, etc. Chaque statut a ses implications fiscales et juridiques, et cela impacte la décision de financement. Le quatrième point est les relations commerciales. L'entreprise a-t-elle des contrats solides avec ses clients? Son carnet de commandes est plein jusque quand? Juste les 15 prochains jours ou pendant plus de 18 mois? Est-elle en conflit avec des fournisseurs ou avec ses clients? Ces éléments jouent un rôle essentiel. Après avoir vu le qui, la deuxième étape, c'est de parler du quoi. Ensuite, on passe au quoi. Ici, il faut savoir précisément ce que tu veux financer. La banque n'aime pas non plus l'improvisation, alors prépare tes arguments. Pour un particulier, cela peut être par exemple une voiture. Est-ce que c'est neuf? Est-ce que c'est d'occasion? Est-ce que c'est pour un usage personnel? Est-ce que c'est pour un usage professionnel? Si c'est un usage
Si c'est un véhicule professionnel, par exemple parce que tu comptes te mettre en micro-entreprise, montre qu'il est essentiel à ton activité. Par exemple, un artisan qui doit se déplacer avec son matériel est un argument béton. Un particulier aussi peut demander l'achat d'un bien immobilier. La banque va chercher à comprendre ici si ce bien est un investissement intelligent. Est-ce que tu achètes ta résidence principale? Elle voudra vérifier que tes mensualités ne dépassent pas les 33% de revenus, par exemple. Sauf cas particulier. La loi autorise 20% de cas particuliers, par exemple. Est-ce que tu achètes pour louer? Prépare dans ce cas-là un plan avec des revenus locatifs estimés et des charges incluses. Pour une entreprise, les projets sont souvent plus techniques. Tu peux avoir deux grands types de financement, de demandes de financement. La première chose, c'est les investissements en matériel. Par exemple, une machine industrielle pour augmenter ta productivité. Super. Mais justifie ton besoin avec des chiffres concrets. Combien de production en plus? Quel impact sur ton chiffre d'affaires? Quel impact sur ta rentabilité? Des fois, c'est juste pour un maintien du chiffre d'affaires, mais une diminution de tes frais de personnel. Dans le cas d'un besoin de trésorerie, si tu demandes un découvert ou une ligne de crédit, explique simplement pourquoi. Une trésorerie temporairement tendue peut être normale pour une entreprise en croissance ou si c'est une activité saisonnière. Mais il faut prouver que cela reste sous contrôle avec des projections chiffrées. Après avoir vu le qui, empreinte, et le quoi, on va passer maintenant au troisième point, c'est le comment. La question suivante, c'est comment tu rembourses. Ici, la banque veut des preuves que tu es en capacité d'honorer tes mensualités. Déjà, qu'est-ce que tu finances? Ça va être sur quelle durée? Il faut déjà préciser. Par exemple, si tu as un besoin de découvert, ça va être 15 jours en général de flux ou de revenus de salaire qui tombent sur le compte en banque ou de chiffre d'affaires, 15 jours de chiffre d'affaires. Si c'est pour un prêt sur un moyen long terme, comme un achat de véhicule ou un achat immobilier, il faut préciser la durée. Si c'est 5 ans, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces deux dernières durées sont plutôt sur des prêts immobiliers. Pour répondre à la question comment tu rembourses, pour un particulier, cela va passer par trois éléments. Ton taux d'endettement, ton reste à vivre et ta stabilité de revenus. En fait, ton taux d'endettement, en général, on dit qu'il ne doit pas dépasser les 33%. Par exemple, si tu gagnes 3 000 euros par mois, toutes tes charges de crédit immobilier, voiture, conso, ne doivent pas dépasser 1 000 euros. Bien sûr, comme à chaque fois, c'est un cas général. Ton reste à vivre, après avoir payé tes crédits, il doit te rester suffisamment pour vivre confortablement. La banque ne veut pas t'étouffer parce qu'un client est en difficulté. C'est risqué pour elle, c'est risqué aussi pour le client. Le troisième point, c'est ta solvabilité de revenus. Si tu es un entrepreneur ou indépendant, montre bien des bilans financiers et des relevés de comptes bancaires prouvant que tes revenus sont constants sur plusieurs mois ou plusieurs années. Si c'est une entreprise qui emprunte, le comment est encore là aussi plus technique. Dans le cas de flux de trésorerie, donc c'est une demande de découvert, on regarde si ton entreprise génère assez de cash pour couvrir les mensualités. Pour un financement dans la durée et le type de financement, un crédit à long terme peut être pour financer un actif à court terme comme du stock, c'est vraiment une erreur. On finance du long terme avec du long terme et on finance du court terme avec du court terme. Je m'explique. Par exemple, un restaurant qui va avoir une partie de son chiffre d'affaires important qui va encaisser des tickets restaurants, papier, on va lui faire une trésorerie, grosso modo, qui correspond à 15 jours de chiffre d'affaires confié à la banque. S'il veut acheter du stock, si un fournisseur, par exemple, ou un garagiste va acheter un stock de batteries, on va pas le financer avec un découvert. Un stock de batteries, c'est en général surtout en hiver que c'est utilisé. Donc là, on va faire plutôt un crédit. Un crédit de stock qui va se durer sur 6 mois, voire 12 à 18 mois. Le quatrième point, après avoir vu le qui, le quoi, le comment, c'est avec quelle garantie. Pour une banque, c'est le filet de sécurité en cas de problème. Dans le cadre d'un particulier, par exemple, cela peut inclure une hypothèque sur un bien immobilier,
Si tu ne rembourses pas, la banque peut saisir le bien. En grande majorité, après avoir discuté pas mal avec le service contentieux de plusieurs banques, la banque perd quand même 30 à 50% de la valeur du crédit. Il y a aussi le nantissement sur une épargne ou une assurance vie. Et il y a aussi, bien sûr, les assurances. Les assurances décès, invalidité, perte d'emploi. Cela rassure la banque. Au niveau des garanties pour une entreprise, elles sont beaucoup plus variées en fait. Par exemple, tu as des garanties sur l'actif financier. Une machine financière peut être saisie si nécessaire. Il y a aussi la caution personnelle. Si l'entreprise est fragile ou simplement jeune, le gérant doit souvent se porter caution. Donc on a vu le qui, le quoi, le comment, avec quelle garantie. Le cinquième, c'est le pourquoi. C'est une question fatidique en fait. Pourquoi tu fais cette demande? Et si tu veux que ton dossier passe, il faut bien que tu aies un objectif clair et convaincant. Pour un particulier, montre que ce crédit a un véritable impact sur ta vie et montre à la banque pourquoi elle peut te faire confiance. Un crédit pour rénover ta maison, par exemple, peut augmenter sa valeur ou acheter une nouvelle voiture peut te permettre de décrocher un nouveau job. Pour une entreprise, il faut vraiment que tu sois précis parce que tu es un gérant. Ça peut jouer le crédit et la demande de financement peut jouer dans 2 cas de figure, soit le développement de l'entreprise. Dans ce cas-là, il faut que tu expliques comment ce financement va augmenter ton chiffre d'affaires. Par exemple, avec cette machine, je pourrais produire 20% de plus et générer 100 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, soit on est sur du développement de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise, soit simplement sur sa stabilisation. Si c'est pour résoudre, par exemple, une tension de trésorerie, montre que c'est temporaire et que tu as des contrats ou des paiements qui vont arriver pour y remédier. Voilà, tu as maintenant les 5 premières étapes pour construire un dossier solide, que ce soit pour toi, à titre personnel, ou pour ton entreprise. Mais reste bien là, parce que la sixième étape est celle qui va te permettre de transformer une demande classique en une vraie opportunité stratégique. On passe à la suite. Alors maintenant, rentrons dans le cœur de ce qui peut faire toute la différence dans ton dossier, les contreparties négociées. Oui, c'est l'arme secrète que beaucoup de gens négligent, mais qui peut transformer une simple demande en un vrai partenariat gagnant-gagnant avec ta banque. Quand tu demandes un crédit, en fait, la banque ne le fait pas juste pour un acte de bonté. On va pas se mentir. Elle cherche aussi à en tirer un bénéfice au niveau de la relation. La banque n'est pas une œuvre caritative, c'est une entreprise et une entreprise a pour vocation première de gagner de l'argent. Et toi, c'est exactement ce que tu peux utiliser pour maximiser tes chances d'obtenir le crédit et d'avoir de meilleures conditions. Voici comment. Pour un particulier, tu peux proposer la domiciliation de tes revenus. Tu peux proposer de mettre ton salaire, tes revenus locatifs. Ça paraît anodin, mais pour une banque, c'est comme si tu lui disais: «Je te fais confiance pour gérer tout mon argent» et cela peut suffire à rassurer ton conseiller. Tu as aussi la possibilité de faire des souscriptions de produits annexes. Par exemple, tu peux envisager de souscrire une assurance habitation, un livret d'épargne, une assurance vie ou même une carte bancaire premium. L'idée, c'est de montrer que tu es un client complet et que la relation avec ta banque ira au-delà de ce simple crédit. Il y a aussi les engagements futurs financiers. Si tu as des projets à moyen terme, comme un investissement immobilier, n'hésite pas à en parler. Ça montre que tu as une vision long terme et que la banque pourra bénéficier de plusieurs opérations avec toi. Si tu es une entreprise ou que tu représentes une entreprise, tu peux proposer comme contrepartie, par exemple, la centralisation des flux bancaires. Propose de domicilier tous tes paiements et les encaissements de ton entreprise dans cette banque. Tu peux aussi souscrire à des TPE. Cela peut sembler basique, mais cela génère pour elle un volume d'opérations qui la rendra beaucoup plus encline à accepter ta demande. Tu peux aussi proposer des placements de trésorerie. Si ton entreprise a des excédents de trésorerie, propose de les placer comme produits bancaires, des comptes à terme, ou d'ouvrir tes comptes à titre personnel. Ce genre d'engagement peut faire pencher la balance. Il y a aussi des exclusivités sur certains placements, comme l'ouverture de plans d'épargne entreprise ou de PERCO, ou des responsabilités civiles professionnelles si la banque en finance. Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que le crédit n'est pas une transaction unilatérale, c'est bien une négociation.
En proposant de toi-même des contreparties stratégiques, tu montres que tu n'es pas là uniquement pour prendre, mais aussi pour donner. Et crois-moi, les banques adorent ça. Que tu sois un particulier ou un entrepreneur, cette sixième étape peut te permettre de décrocher un financement, même dans des situations où ton dossier n'est vraiment pas parfait. Maintenant que tu as ces 6 étapes clés, tu as toutes les cartes en main pour analyser un dossier de crédit comme un pro, le tien, le présenter à ta banque et négocier comme un vrai stratège. Mais il te manque encore une chose essentielle pour être vraiment prêt, c'est de passer à l'action. Alors laisse-moi te guider dans cette dernière étape. Donc, si je résume tous les points qu'on a abordés, tu connais maintenant les 6 étapes pour analyser et préparer un dossier de crédit comme un véritable expert. Le premier point, c'est d'identifier qui demande le crédit. Le deuxième, de définir précisément ce qui est financé. 3, de montrer que tu vas rembourser. 4, de proposer des garanties solides. 5, d'expliquer pourquoi ce projet mérite d'être financé par la banque. Et le sixième point, enfin, négocier des contreparties pour transformer ta demande en une véritable collaboration avec la banque. Avec cette méthode, tu es prêt à aborder ton banquier avec des arguments solides et à maximiser tes chances de décrocher ce financement. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si cette méthode t'a été utile, montre-moi en laissant un pouce bleu juste au-dessus et en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui galère avec son banquier ou qui a simplement envie de développer son patrimoine ou de développer son entreprise. Tu vois de qui je parle, hein? Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des astuces et des stratégies concrètes pour mieux gérer ton argent, booster ton entreprise ou tout simplement transformer l'argent en un outil puissant pour atteindre tes objectifs. Mais attends, c'est pas fini. Si tu veux encore aller plus loin, j'ai un cadeau pour toi. Télécharge gratuitement mon guide pour transformer l'argent en un outil que tu peux télécharger sur mon blog www.argent chiffre 1 outil.com. Ce guide reprend ce qu'on a vu aujourd'hui avec des exemples concrets. Le lien est dans la description. Alors n'attends pas que l'opportunité te passe sous ton nez, prends les devants, utilise cette méthode et montre à ton banquier que tu es prêt à jouer dans la cour des grands. Crois-moi, l'argent peut vraiment devenir un allié puissant si tu sais t'en servir, que ce soit pour augmenter ta sérénité ou ta liberté au quotidien. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, fais de ton argent un outil et non pas un problème.